Bonjour, bienvenue, bonsoir, merci d'être là. Ça, c'est l'un de nos premiers événements en personne depuis 2019 en fait. Donc vous êtes les bienvenus tous. Je vais juste très brièvement introduire nos invités, vous accueillir, et je pense que beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'est le Columbia Global Center Tunis. Donc nous sommes en fait un peu comme un pont entre l'Université de Columbia à New York et la région de l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Donc nous avons de manière régulière des conférences, des workshops, des partenariats, donc ici par exemple avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de même avec le ministère de l'Enseignement supérieur algérien. Là nous sommes en train de mettre en place un projet au Maroc et au Ghana. Donc c'est un peu tout ce qui est en rapport avec l'Université de Columbia. Donc aujourd'hui par exemple cette conférence, un peu la jonction avec Columbia, c'est le livre de Dr. Weldy qui a été publié par Columbia University Press en 2020. C'est aujourd'hui, bon, ça fait quand même 2 ans, mais bon, il y a eu le Covid, donc nous n'avons pas pu faire le lancement à temps, mais là que nous avons repris les événements en personne, donc nous sommes très heureux d'accueillir Dr. Mohamed Weldy, qui est professeur des universités, qui nous vient de Sciences Po Paris, et donc Dr. Weldy enseigne l'histoire du Maghreb moderne et contemporain à Sciences Po, mais auparavant il était à l'INALCO et à Princeton, où il était associate professor. Donc le livre que nous traitons est bien ton deuxième livre, et qui retrace l'histoire du 19e siècle à travers la vie et l'après-vie d'un esclave, d'un ancien esclave qui est le général Hassine. Et pour discuter de ce livre, nous sommes aussi très honorés d'avoir avec nous Dr. Inès Mraddeli, qui est maître assistante en histoire contemporaine à l'université de la Manouba, docteur de l'EHESS en anthropologie sociale. Dr. Mraddeli s'intéresse à l'esclavage et au post-esclavage. Nos deux invités ont plusieurs publications sur l'histoire de l'Afrique du Nord. Et donc, c'est une discussion qui sera, je pense, très fructueuse. Bien sûr, nous avons là d'autres personnes qui sont présentes par Zoom. Et donc, après la discussion, il y aura les questions-réponses. Et puis, malheureusement, pour les gens qui sont sur Zoom, il y aura une réception ici. Merci. Merci Youssef, merci beaucoup pour votre invitation. Donc c'est avec un très grand plaisir et un honneur que je vais présenter et discuter aujourd'hui l'ouvrage de Mohamed Weldy, donc A Slave Between Empires. Je suis ravie d'une part parce que je connais Mohamed depuis très longtemps. Nous étions doctorants à la même période, donc au début des années 2000. Lui à Paris 1 et moi à l'EHESS, où il assistait régulièrement au séminaire qui était dispensé, et donc où l'on a eu l'occasion de se connaître. Je me sentais proche de Mohamed, entre autres choses, parce que nous travaillons tous les deux sur des sujets assez similaires, notamment autour des figures d'asservis et de dépendants. Donc Mohamed consacrait sa thèse aux Mamelouks des bey de Tunis, et de mon côté, je menais une recherche sur les Noirs tunisiens et sur l'esclavage qui les touchait au XIXe siècle. Et donc c'était toujours extrêmement enrichissant d'échanger avec toi et de confronter nos constats, réflexions et nos découvertes au fur et à mesure qu'avançaient nos investigations. Enfin, c'est aussi un grand honneur pour moi de participer à cette séance, Mohamed, car tu as mené depuis un parcours académique assez remarquable, et tu contribues fortement à enrichir le champ scientifique et particulièrement celui historique. Enfin, parce que j'ai aussi réellement eu un immense plaisir et intérêt à découvrir cet ouvrage dont il est question aujourd'hui. Alors Mohamed Weldy, dont les nombreuses recherches et publications ont déjà marqué la production historiographique relative à la région méditerranéenne et l'Afrique du Nord ottomane, parvient une fois de plus dans ce livre à captiver très agréablement notre attention, mettant en exergue d'importantes approches pour la recherche, d'importantes nouvelles approches pour la recherche. Donc cet ouvrage, paru aux États-Unis, comme l'a dit Youssef, aux éditions de l'Université de Columbia, est divisé en 6 chapitres qui sont remarquablement denses en termes d'information et d'analyse,
et passionnants tout autant les uns que les autres. Donc relevant au premier abord d'une investigation très minutieuse autour de l'esclave Hussein ibn Abdullah, donc plus communément connu comme étant le général Hussein, cet ouvrage, tout autant d'histoire politique et diplomatique, économique, sociale et culturelle, fonde, comme le souligne son titre, toute une nouvelle histoire transimpériale de l'Afrique du Nord au XIXe siècle. Histoire qui remet totalement en question la lecture européonocentrée, jusque-là souvent mobilisée par les chercheurs s'intéressant à cette région. C'est que l'histoire de Hussein, telle qu'abordée dans ce livre, montre à quel point les histoires tunisiennes, nord-africaines, françaises, italiennes et ottomanes sont profondément liées, enchevêtrées, alors qu'elles sont presque toujours étudiées séparément, puisque l'on tend souvent à penser que ces mondes sont antagonistes, de nature distincte, voire même irréconciliables. Or, ce livre réfute définitivement cela et souligne combien l'on gagne scientifiquement, et je dirais même humainement, tu le dis aussi, à les lire simultanément donc et ensemble. Alors, point d'ancrage et de sources considérables dans cette étude, le parcours de vie et d'après-vie de cet esclave affranchi, donc bénéficiant tout autant que participant à la réforme éducative, devenu grand fonctionnaire de l'État tunisien, puis opposant, et tout autant exemplaire qu'atypique. Hussein a en effet été probablement le seul qui, de ses congénères, donc exilés au moment de la conquête coloniale, avait fini sa vie dans un pays européen, donc l'Italie, en 1887, en laissant un héritage matériel et immatériel très fortement convoité, ce que montre ce livre, entre autres. Donc, fort de son savoir et de sa littératie, Hussein avait acquis une position d'autorité parmi les penseurs et auteurs de son temps. Soutenu par Khaireddin, dont il fut le disciple et un protégé, et à un certain moment aussi le gendre, il devint également membre et soutien d'un réseau d'intellectuels tels que Cheikh Qabed ou Mohamed Abdou Jameldin al-Avrani, dont il financera quelque temps la fameuse revue Al-Urwa al-Wuthqa. Figure phare de la réforme en Tunisie, pour laquelle il travaillera et plaidera jusqu'à la fin de sa vie, ou du moins de ses responsabilités d'homme d'État. Hussein commence, une fois écarté par Khaznadar, donc à beaucoup voyager et à lentement prendre ses distances avec Tunis. Donc, en retraçant de cette façon minutieusement la vie de Hussein, Mohamed, en rappelant les changements opérés avant la période des conquêtes coloniales et plus précisément dès la fin des réformes, donc dans les années 1860-1870, et en montrant donc, que la fin d'un monde avait déjà commencé bien avant la période coloniale, qui commence en 1881 pour la Tunisie, donc, où il met le doigt sur cette nécessité d'un dépassement historiographique. Donc, Mohamed, tu contribues fortement à travers cet ouvrage à montrer combien il est primordial, pour saisir toute la réalité de l'histoire des régions nord-africaines, de s'appuyer sur d'autres archives que celles coloniales. La profusion des sources et écrits des mondes nord-africains et arabo-musulmans étant ici bien mise en exergue avec la valorisation d'un prodigieux volume d'écrits dans différentes langues, donc réfutant de cette façon ce qui a été le plus communément véhiculé sur cette région par d'autres historiens, qui mettent en contraire en avant un désert archivistique. Semi Belgaoui a montré aussi que dès le XVIe siècle, il y avait cette profusion de sources, mais de façon générale, il y a une sorte de déni et de mise en avant d'une autre version des faits. Donc tu mets la lumière sur un nombre remarquable de sources ottomanes, arabes, mais également françaises et italiennes. Et c'est notamment à travers le développement sur l'affaire Chamem qu'est mis l'accent sur la profusion des documents écrits. Donc en soulignant de la sorte l'importance des sources locales, cet ouvrage a entre autres mérite d'apporter la preuve qu'il est primordial de ne pas perdre de vue que l'histoire de ce pays ne relève pas de fragments d'histoire coloniale européenne plus vaste. Et dans le sillage de rares historiens comme James McDougall ou encore Andreas Tongerzanetti, qui ont tous les deux donc travaillé le premier sur la mémoire de la domination ottomane à travers des générations d'auteurs algériens et tunisiens, et Andreas Tongerzanetti a travaillé sur la communication entre Istanbul et Tunis entre 1860 et 1913. Donc l'apport considérable de ce travail est de souligner l'ancrage puissant de la culture politique ottomane en Tunisie, avant et encore pendant la période coloniale. En mettant le doigt sur la nécessité d'un dépassement historiographique, cet ouvrage redonne toute son importance, sans pour autant en faire l'apologie ou nier l'influence coloniale française, à la porosité de ces mondes ottomans, entre centre et périphérie, et donc à une culture politique, sociale et économique ottomano-tunisienne. Tu montres donc cela en soulignant notamment que l'idée d'une autonomie à l'égard du monde ottoman, très présente dans les études sur la région qui ont insularisé le Maghreb sans étudier le large environnement impérial, écris-tu,
est en fait véhiculée par l'administration coloniale et a été reprise par les mouvements nationalistes tunisiens. Servant de repère, donc de point d'ancrage et d'attache, bref, de quelque chose de fort à laquelle les sujets tunisiens comme Hussein s'étaient accrochés jusqu'à leur dernier souffle pendant cette période coloniale et au moins jusque dans les années 1920, ce livre montre que cette dimension ne doit plus être perdue de vue en faveur d'une lecture toujours focalisée sur le monde européen, l'époque coloniale, comme seul centre du monde arabo-musulman au XIXe et XXe siècle. Pour comprendre cet attachement fort, tu montres bien en parallèle, notamment dans le 3e chapitre, qui rend compte des faits peu connus autour des affaires Mahmoud Ben Ayed et Nessim Chemem, donc ces anciens dignitaires et directeurs des finances de l'État tunisien, qui ont fui en Europe après avoir détourné l'argent public, l'un en 1852 et l'autre en 1864. Tu montres donc le déploiement par des diplomates, banquiers et journalistes européens, et particulièrement français, de tout un nouveau discours moral, très en phase d'ailleurs avec les idées orientalistes, pour mettre en avant l'absence d'esprit civil, discréditer l'État tunisien et le présenter comme inapte à s'autogérer. Tout cela taisant bien entendu l'implication des financiers de la banque Erlanger, basée à Paris, dans la banque, son implication donc dans la banqueroute tunisienne et dans la gestion des biens des Chemema. Donc en analysant les multiples documents d'archives en Tunisie, en Italie, France, relatifs à cet homme d'État tunisien, tu parviens à révéler, mettre en lumière tous les éléments qui ont contribué à la mise à terre de l'État tunisien déjà 3 décennies avant 1881. Tout un contexte méconnu autour de ces affaires et qui avait autant contribué à provoquer très tôt chez Hussein et ses nationaux un besoin de refuge et d'alliance, d'appartenance même, avec cet empire ottoman, qui était alors justement très disposé à réceptionner et même à surenchérir sur cela. Car renforcer aussi, tu montres aussi que ça a permis de renforcer les liens juridiques et financiers entre la France, l'Italie et la Tunisie, je le répète, déjà 3 décennies avant la conquête de 1881. Alors, les nombreux conflits au sujet des héritages de Hussein, qui est aussi un point crucial de ce livre, donc, qui s'était déroulé en Italie, nous permettent de revoir notre compréhension des interventions italiennes et ottomanes dans les affaires tunisiennes et autres nord-africaines. Tu déconstruis ainsi l'idée commune chez beaucoup d'historiens d'Afrique du Nord et de la Méditerranée, qui jusque dans les années 1980 ont affirmé que l'Empire ottoman et à moindre échelle l'Italie avait renoncé à intervenir dans les affaires tunisiennes. Et tu pars des travaux qui, au contraire, ont montré les liens entre l'Empire ottoman et la Tunisie après 1881. Donc il y a celui d'Andreas Tongerzanetti que j'ai évoqué. Et il y a aussi pour l'Italie celui de Juliette Bessis, Marie Lewis, Julia Clancy-Smith et Gabrielle Montalbano. Aussi la mise en lumière d'objets historiques assez occultés dans l'historiographie relative à la région maghrébine, comme la culture matérielle provinciale ottomane, contribue tout aussi fortement à la richesse de cet ouvrage. Tu mets en effet en avant, donc en examinant la façon dont Hussein gère ses biens et sa succession, sa compréhension morale des transactions économiques, et donc cette culture matérielle de la propriété et de la possession dans la période de transition entre le règne ottoman et l'ère de la colonisation. Donc, commençons par explorer la relation de Hussein avec les cultures matérielles européennes et ottomanes depuis le milieu du 19e jusqu'en 1887 et la façon dont cet homme distinguait clairement finalement entre ses moyens matériels limités à Florence, son rang social et ses richesses, entre autres foncières concentrées à Tunis, type de bien qui semble-t-il, ce que j'ai compris, donc, est montré comme étant le plus déterminant pour les sujets nord-africains d'alors. Tu pousses donc ton analyse sur la signification de la propriété foncière à ce moment-là, en plaçant le développement des domaines de Hussein dans le cadre d'un contexte transimpérial. Et différemment de la plupart des travaux édités jusque-là, et dont l'approche consistait à commencer par aborder les transformations de l'État, donc le global, pour voir ensuite leur impact sur les individus, le particulier, tu vas au contraire ici, notamment pour rendre compte de cette culture provinciale ottomane, t'appuyer sur le cas précis de Hussein, et plus précisément de ce qu'il a été de ses affaires et préoccupations de son vivant, puis après son trépas. Et en partant de ce parcours de vie particulier, donc tu vas transcender ce qui peut paraître être une approche micro, notamment l'étude de nombreux conflits autour de son héritage, en parvenant avec brio à rendre compte d'une dimension transimpériale et globale de l'histoire à la fois nord-africaine, méditerranéenne, ottomane et européenne. Donc tout en dépassant constamment la dichotomie aussi des périodes coloniales et précoloniales,
Cette approche permet de souligner combien l'histoire moderne et contemporaine de la Tunisie est finalement le résultat de vastes histoires et échanges conflictuels mais aussi consensuels, transimpériaux, donc impliquant différents individus de très différentes origines sociales, nationales et religieuses, mais également de genre, liés entre eux par des relations de filiation et ou d'interdépendance fortes, et dotés de formes d'agency méconnues ou sous-étudiées, puisque ces populations musulmanes, juives, chrétiennes vont à travers la Méditerranée affirmer leurs droits juridiques, légaux et politiques. En étudiant l'implication de Hussein dans l'affaire Chemena, émerge toute une histoire nouvelle autour de la relation, entre autres de dépendance, dans les deux sens d'ailleurs, très peu étudiée entre dignitaires musulmans et juifs d'Afrique du Nord et livournais. En mettant en avant la relation étroite de Hussein avec Léon El-Milik, avec Salomon Rosa, qui agissait notamment comme traducteur et collecteur de documents, tu soulignes le rôle crucial que joua cette minorité dans les disputes juridiques qui avaient lié les deux rivages de la Méditerranée dans la seconde moitié du XIXe siècle, puisque leur aide et savoir vont notamment permettre à Hussein d'avoir accès aux communautés des Juifs de Livourne et à leurs écrits. Apparaît donc un enchevêtrement relationnel et d'interdépendance entre catégories que l'on a tendance à simplifier, en les dotant séparément d'attributs fixes en termes de droits et limites. Or, à travers ce livre, on voit non seulement leur imbrication, porosité, interdépendance, donc relations, intérêts communs, etc., et surtout leur forte proximité, même pendant la période coloniale, comme montre le cas d'El-Milik, ce qui est plus communément nié par les historiens en général, et c'est aussi en cela que ce livre est fondateur. Les acteurs locaux et européens y prennent en effet une toute autre dimension que celle à laquelle nous a habitué l'historiographie la plus répandue. Ayant mené de grandes investigations sur chacun d'entre eux, les premiers apparaissent désormais comme les protagonistes de leur propre histoire, et non des êtres dominés, passifs et sans conviction. Ils mènent des actions marquées par des formes sous-estimées, de libre arbitre, et tentent, en dépit d'une asymétrie des pouvoirs, à s'imposer face à des forces politiques qui y sont révélées plus conciliantes, en dépit de leurs convictions, aux valeurs prônées, et quelque part aussi vulnérables que féroces, notamment avec les individus qui feront le choix de se rallier à elles. Bref, comme vous l'avez écrit ailleurs, dans l'article des Annales que j'ai découvert après avoir lu ce livre, donc qui est paru, un très bon article qui est paru en 2018, je cite, tu dis que le dossier Hussein est exploré comme un moment qui révèle les multiples historicités, c'est-à-dire les capacités variées qu'ont les acteurs d'une société ou d'une communauté donnée à inscrire leur présent dans une histoire, au sein d'une société colonisée. En d'autres termes, ce cas aide à rendre visible tout un monde social irréductible à la conflictualité coloniale, à un face-à-face entre métropole française et domaine colonial nord-africain. Un monde social qui, dans cette partie du Maghreb, s'est positionné à la croisée de plusieurs empires et qui, durant la période coloniale, a continué à se nourrir de relations nouées dès la période moderne avec le monde ottoman et d'autres territoires méditerranéens, tels que la Toscane. Donc l'approche adoptée, j'ai presque terminé, permet également de mettre la lumière sur l'impératif pour les historiens de revoir désormais les implications et raisons d'être relatives à différents faits historiques majeurs. Par exemple, en ce qui concerne le début de la mainmise européenne sur l'autorité politique et économique de la Tunisie, qui commença de manière assez effective dès la fin des années 1860. Ou encore en ce qui concerne les réformes foncières et leurs implications sur les populations en termes de dépossession, qui, comme l'étudie et le montre le deuxième chapitre, avait débuté dès les années 1850 du fait de ces réformes pour être accentuées suite à la banqueroute de l'État tunisien en 1867 et non après 1881. Alors que les historiens ont correctement perçu les sujets maghrébins comme ayant été dépossédés et réduits à une pauvreté matérielle pendant la période coloniale, Weldy lui montre que l'histoire de la dépossession doit être comprise dans un plus large contexte de réformes financières ayant précédé la conquête coloniale et commençant donc au milieu du XIXe siècle. Enfin, un point très important auquel nous reviendrons après ton intervention, Mohamed, qui va porter justement sur la question de l'esclavage, l'abolition. Tu montres dans ton livre que l'abolition de l'esclavage de 1846, donc qui a porté sur les Noirs en Tunisie, ne peut plus être considérée comme le seul fait ou résultat d'interventions étrangères. Dans ce livre est en effet montrée la contribution de l'esclave Hussein pour cette abolition, ainsi que sa capacité à déployer des stratégies à travers l'établissement d'une descendance féminine fictive et la conversion en entrave d'une partie de ses biens fonciers, sauf de ses dettes,
partie de ses biens fonciers, créant au final donc, et post-mortem une household influente. Donc tout cela, une stratégie pour déshériter partiellement, sauf de ses dettes, donc son maître patron, le bey de Tunis. Tout cela est mis en exergue parallèlement à l'aspect arrangeant pour la France coloniale et républicaine de ce qui découle en droit musulman de cette institution de l'esclavage et qui va paradoxalement à ses principes affichés, donc soutenir et faire appliquer la légitimité de cet héritage lié au droit du valet de l'ancien maître. Je ne dirai donc jamais assez combien cet ouvrage élargit indéniablement le champ historique. Enfin, au-delà de la dimension de récit très agréable à lire et un style d'écriture prenant parfois une forme romancée, permettant notamment de rapprocher donc, son lecteur d'une époque relativement lointaine, ce livre, adoptant à la fois donc, une approche transimpériale et postcoloniale, s'impose donc indéniablement comme incontournable pour les spécialistes de l'histoire du Maghreb moderne et contemporaine, ainsi que pour les ottomanistes et bien évidemment pour les historiens des empires européens et en particulier celui français, à qui Weldy recommande de considérer la modernité des Maghrébins et des sociétés européennes comme un phénomène conjoint. Donc, je vous remercie de votre attention. Je passe donc la parole à notre historien et auteur, avant de la reprendre, si vous le permettez, pour poser quelques questions. Merci beaucoup. Merci, je ne pensais pas avoir écrit autant, mais ça fait plaisir. C'est très gentil. Merci parce que être lu précisément, ça fait toujours plaisir. Énormément. Donc je voulais te remercier. Je voulais aussi remercier Youssef Cherif pour cet accueil au sein du Columbia Global Center. Et puis aussi tous ceux qui sont présents dans la salle, ceux que j'ai lus, Par Bendana, Bibres Darli, Sami Bergaoui, entre autres, parmi les historiens. J'espère que j'en oublie pas Asma Maal, là aussi. Et puis aussi, je tenais aussi à avoir quelques mots à la mémoire de Mohamed Hedi Cherif, qui a formé aussi Fatma Ben Slimane dans la salle. Il y a beaucoup d'élèves de Mohamed Hedi Cherif. Moi, je ne suis pas son élève, mais je l'ai lu et il m'a formé en le lisant. Donc je tiens à saluer quand même les historiens présents dans la salle et aussi un de leurs pères spirituels. C'est très important aussi pour moi. Il y a aussi une jeune relève dans la salle, des gens qui sont en train de faire leur thèse. Je ne vais pas les présenter pour pas trop, mais peut-être qu'il faudrait pour que les gens se mettent en relation. Mais là, je vais présenter simplement un paragraphe du livre. C'est-à-dire qu'il est un peu court, il fait 150 pages, mais un paragraphe sur lequel je vais revenir. Et Yassine, que Inès vient de présenter, en fait, cette photo, et au début, Columbia University Press m'avait fait une couverture atroce, horrible. Et il ne croyait pas, je crois, au livre, même si peut-être l'éditrice est en ligne, je l'aime beaucoup. Mais, et après, en fait, j'ai discuté avec Khaled El-Bouhaj. Je ne sais pas si vous savez, il est médecin en Allemagne. Et il me dit, j'ai une photo de Yassine, en fait. C'était celle-là, en fait, 2 jours avant la sortie du livre. Et donc j'ai redessiné la couverture parce qu'en fait, elle est très symbolique si vous regardez. Il y a une colonne qui représente évidemment les empires. Il y a le papillon, en fait, qui est ici, mélangé avec un sarouel. Donc il y a un mélange de styles, un mélange entre des formes maghrébines, de l'orientalisme, exactement. Mais donc c'était vraiment l'idée, en fait, de la couverture de ce livre. Donc aujourd'hui, je vais partir d'une citation que j'ai retraduite. Donc de nos jours, les pays où une pleine liberté existe et aucun esclavage n'est permis, ces pays donc sont plus prospères que d'autres pays. Pour ma part, je crois à la liberté universelle, car la fin de l'esclavage aura des effets sur les mœurs des hommes et sur le développement de la culture. Alors l'auteur de ces 2 phrases, c'est pas du tout un abolitionniste britannique, ni américain, ni rien du tout, même si les Britanniques ont été très en pointe dans la politique abolitionniste dans l'ensemble de l'Empire ottoman, mais aussi au-delà de l'Empire ottoman au Maroc. L'auteur de ces 2 lignes, sans vous dire et sans surprise, c'est Hassan Ben Abdallah, sur lequel j'ai travaillé pendant 8 ans et sur lequel je présente mon livre pendant 2 ans. Qtalni. Donc, mais je ne le présente pas du tout comme un héros, et je crois qu'Inès l'a bien montré, c'est-à-dire que pour moi, c'est un cas, je reviendrai autour d'une question qui m'attache, enfin qui est importante pour moi. Bon, je rappelle pour ceux qui ne sont pas historiens dans la salle et qui sont encore là, que la province de l'Empire ottoman, la province de Tunis, ça a été ottomane pendant 3 siècles en fait. Hein. Et tout comme la province d'Alger voisine l'a été aussi pendant 3 siècles. Et que la violence coloniale qui a suivi la domination ottomane a été évidemment beaucoup plus profonde et beaucoup plus traumatique.
L'idée et le projet de ce livre, et en fait, la cible, c'était pas tellement les historiens tunisiens qui avaient compris ça, qui n'ont jamais dit que le 19e siècle n'était pas important, qui ont saisi l'importance du 19e. Je crois que le public visé, c'était plutôt mes collègues historiens du colonialisme en France, avec qui j'ai encore beaucoup de problèmes, je dois dire. Et je crois que je vais arrêter de leur faire la leçon parce qu'ils n'apprécient pas beaucoup. Donc l'idée, c'était qu'ils arrêtent de penser que tout se comprend par la France, qu'ils arrêtent de penser que l'expérience algérienne permet de tout comprendre, elle est différente de l'expérience tunisienne. Mais il y a un an, hein, tout juste, une très célèbre historienne de l'Algérie coloniale m'a quand même convoqué dans un café pour me dire d'arrêter de demander aux étudiants d'apprendre l'arabe. C'est ça qu'elle m'a dit. Je trouve ça d'une violence, quand j'y pense un an après, je trouve que c'est d'une violence totale. Et je crois qu'elle ne se rend pas compte à quel point, en fait, la volonté d'écarter la langue arabe, c'est purement néocolonial, alors que c'est une historienne qui se dit antiraciste. Et ça, c'est pas la première fois. Il y a 2 semaines à peu près, une autre historienne me dit « Mais il y a la voix des colonisés dans les sources coloniales. » Mais bien sûr qu'elle est là, mais ça ne suffit pas. Et c'est pas ces gens-là que je vise. Hein. Ils ont fait des très bons livres. C'est simplement leur dire de former des doctorants qui connaissent les langues. C'est pas trop demandé quand même. Je crois qu'il faut rompre avec ce système-là. Je trouve que c'est d'une violence, d'une injustice totale. Donc maintenant j'ai arrêté, enfin je me calme pas, mais je vais arrêter de leur faire la leçon parce qu'ils n'écoutent pas. Ça les intéresse pas, tout simplement. Parce qu'ils ne comprennent pas, tout simplement. Je suis un peu dur avec ça, mais c'est des choses avec lesquelles on vit constamment. Donc le seul rôle qu'on peut avoir, c'est de former, de contribuer à la formation de jeunes étudiants ou d'étudiants un peu moins jeunes qui ont conscience de ces enjeux-là, qui ont conscience des enjeux politiques de la langue et des sources. Donc je reviens à Hassine. Donc Hassine Ben Abdallah, en fait, ces citations-là que vous avez tout au-dessus répond au consul américain qui est en poste à Tunis à l'époque, Amos Perry. Il répond à Amos Perry en 1863-1864 dans un contexte évidemment de guerre civile aux États-Unis, et parce que Amos Perry, dans ce contexte de guerre civile, essaie de comprendre qu'est-ce qu'il en est de l'abolition en Tunisie, comment les gens de Tunis l'ont vécu, et il se pose des questions sur les formes de travail contraint et de travail libre dans la Tunisie d'après les décrets, enfin d'après les décisions qui ont visé à réduire la traite d'esclaves dans les années 1840. Alors ce qui est intéressant, comme le disait Inès, c'est que ce cas-là, qui est assez connu quand même, hein, l'article de Hassine et la réponse qu'il a fait au consul américain, c'est connu par les spécialistes, hein, je ne l'ai pas découvert du tout. Hein. Mais il est intéressant pour 2 raisons. D'abord parce que ça montre que les acteurs musulmans ont contribué à ce débat sur la question de l'esclavage, de l'abolition, qu'ils y ont contribué parfois en réaction aux demandes européennes. Et ça, j'y reviendrai, c'est un historien de l'Empire ottoman et de l'esclavage de l'Empire ottoman, Ehud Toledano, qui a beaucoup formulé cette idée que les dignitaires ottomans ont apporté une réponse très défensive sur l'esclavage dans l'Empire ottoman. J'y reviendrai en disant que c'est un esclavage avant tout domestique, plutôt doux, au sens où les esclaves domestiques seraient mieux traités que les esclaves de plantation notamment. Bon, évidemment, c'est une thèse très contestable, mais il faut resituer l'intervention d'Hassine auprès d'Amos Perry dans cette logique défensive. Et Hassine va plus loin encore, parce qu'en fait, son idée, c'est que les Tunisiens, c'est les meilleurs, en gros. Ils sont meilleurs que les Américains, puisque, en fait, les Américains en sont encore à s'entretuer sur la question de l'esclavage, tandis que, selon lui, les Tunisiens ont réglé ça dans les années 1840. Et on reviendra, parce que c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est un peu à l'origine du discours actuel sur la commémoration de l'abolition du 23 janvier. C'est cette idée-là, en fait. Et cette fierté, comme ça, très locale, c'est un peu ce que Hassine exprime auprès du consul Amos Perry. Et puis le deuxième enjeu qui est très important aussi, qui est un peu le but du livre, c'est que, et c'est pas moi qui l'invente d'une certaine manière, mais c'est-à-dire que les dignitaires ottomans de Tunis contribuent à des débats qui sont des débats globaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas enfermés dans une réaction à ce que les Français pensent, à ce que les Français disent. Bien sûr que la France est une des puissances importantes par son consul avant la colonisation dans la province ottomane de Tunis, mais les Britanniques le sont aussi, les Italiens également.
Et donc, Racine se situe comme ça dans des débats importants. Après, on va me dire, Racine, c'est une exception. En effet, c'est une exception, mais il y a d'autres manières de participer à ces débats globaux. Et je viendrai dessus à la fin, mais j'ai appris il y a plus d'une semaine que Racine s'était rendu dans un pays, une contrée, que je n'imaginais même pas qu'il y est allé. Je vous dirai ça à la fin, c'est pour maintenir un peu d'intérêt. Alors, vous allez rester, ok. Mais toi, tu restes, pas de problème. Donc, je voulais aussi faire la pub de ce livre parce qu'il a obtenu au moins 2 récompenses. Donc, il a été perçu comme un bon livre d'histoire coloniale par une société érudite américaine. Et aussi, il a obtenu un second prix pour les études Middle East Studies Association. Je passe sur ça parce que l'idée, en fait, c'est que c'est le 2e livre. Je le fais quand je suis aux États-Unis. Moi, l'anglais et moi, c'est pas génial non plus comme histoire. Et puis le département d'histoire de Princeton regarde le livre en disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais finalement, il a eu des prix. Donc, faut jamais être impressionné par les plus grands, qui pensent être les plus grands, parce qu'ils sont dotés de plus d'argent. Voilà. J'ai balancé sur Columbia University Press. Après, j'ai balancé sur le département d'histoire de Princeton d'une arrogance extrême. Je sais pas qui sera sur les historiens coloniaux français. Je sais pas qui sera. J'ai des comptes à régler, je pense. Hein. Donc, en fait. Là, Racine, en fait, se situe parmi l'un des 3-4 groupes d'esclaves à Tunis. Je dis ça aussi pour ceux qui ne sont pas familiers. Pour beaucoup d'entre vous, il est évident qu'il y avait des esclaves ouest-africains. Évidemment, c'est la majorité, c'est les plus subalternes dans ces catégories. Il y a aussi quelques esclaves est-africains, très peu, surtout des femmes éthiopiennes, qui étaient très chères, très peu nombreuses. Et puis, il y a aussi des gens qui viennent de l'Europe méditerranéenne, et ça disparaît dans les années 1820. Et il y a ceux qui viennent aussi du Caucase, et Racine vient du Caucase. Et le projet en cours, c'est plutôt sur ça, mais c'est plutôt sur les derniers esclaves maghrébins en Europe. Encore de l'islamo-gauchisme, et encore de ma part, et encore une volonté de rappeler qu'il y a eu une symétrie dans l'esclavage, puisqu'aujourd'hui, l'extrême droite française met en avant surtout la manière dont les Européens ont été asservis, en oubliant en fait tout le sort des esclaves maghrébins. Et tout l'objet de mon enquête actuellement, c'est plutôt de retrouver des pétitions, des lettres d'esclaves maghrébins entre les années 1750 et les années 1820. Donc, Racine, lui, fait partie d'un groupe, bon, on ne pourra pas dire de privilégiés, mais c'est quand même des enfants qui sont vendus dans leur prime jeunesse dans le Caucase, ramenés dans les marchés d'Anatolie, puis ensuite vendus à travers l'Empire ottoman. Lui, en tant qu'homme, et aussi les femmes qui viennent du Caucase, des Circassiennes, sont appelés à occuper des positions très importantes, celle de concubine pour les femmes, même s'il y a une violence sexuelle importante, et celle, dans le cas d'Racine, d'un enfant qui est éduqué dans le sérail de Tunis, puis ensuite qui devient l'un des premiers présidents du conseil municipal de Tunis. Je ne sais pas qui est l'actuel président du conseil municipal, mais bon. Et aussi, il est devenu un des premiers personnages en charge d'éducation en Tunisie. Ce n'était pas un ministre d'éducation, mais plutôt un conseiller sur ces questions-là. Donc, ce qui m'intéresse dans cette réponse de Racine au consul américain en 1864, bon, je montre très vite la circassie, mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord comprendre la position de Racine, en fait résumer ce qu'il dit dans sa réponse au consul américain, puis ensuite de replacer ça dans un contexte de réforme très importante à Tunis pour expliquer de manière complexe en fait ses positions. C'est-à-dire que je ne suis pas en position d'admiration de Racine et comment il fait la leçon aux Américains. J'ai dépassé ce stade sur l'impérialisme, mais je vais plutôt expliquer ce positionnement par rapport à 2 grandes réformes, les années 1840 autour de l'esclavage, l'établissement de la Constitution aussi en 1861 qui change la position de serviteurs comme celui d'Racine, et enfin je verrai dans un plan en 3 parties qui distingue les historiens une vision plutôt officielle de la question de l'esclavage qui a beaucoup influencé encore aujourd'hui la manière le récit national autour de l'esclavage et même le récit officiel, on va dire, autour de cette question-là. Donc, je vais essayer d'avancer pour pas trop prendre de votre temps, mais les historiens anglophones de l'esclavage et de sa fin dans l'Empire ottoman connaissent le texte d'Racine, en fait.
Il a été publié dans ce livre au titre très eurocentré, Modern Arab Thought Channels of the French Revolution to the Arab East. Et c'est un des textes qui est publié par Khoury dans cette collection de textes qui voulait montrer qu'en fait, la pensée occidentale avait aussi imprégné la pensée arabe, et une pensée même libérale avait imprégné la pensée arabe. Donc ce texte a été utilisé de cette manière. Mais en fait, c'est un texte qui est rédigé en arabe, mais dont on connaît surtout la publication dans plusieurs journaux, dont un journal francophone publié à Francfort, l'Europe, et le texte est publié en juillet 1865. Alors, donc, dans ce texte, rapidement, je sais que ce n'est pas ce qui vous excite le plus, hein, les sources primaires, mais il faut passer par là. Ok, d'accord. Dans ce texte, Hassine répond à 3 questions que pose le consul Perry, le consul américain. Comment et jusqu'à quel point l'esclavage a affecté la Tunisie ? Deuxième question, quelle fut la réaction des Tunisiens à cette abolition ? Est-ce qu'ils ont réagi avec joie ou avec tristesse ? Et quel type de travail est plus adapté après les prises de décision de Ahmed Bey ? Est-ce que vous voyez, parce que c'est lui qui a pris les décisions des années 1840, est-ce que c'était le travail forcé, c'est-à-dire de travail d'esclaves qui ne sont pas payés, ou bien le travail non contraint, libre et rémunéré ? Donc derrière, il y a toute une question économique. Et avant de répondre à ces questions, Hassine présente les enseignements de l'islam en la matière. Il commence vraiment par cette question de l'islam à appeler à bien traiter ses esclaves et à appeler aussi à affranchir les esclaves. Et puis, plus précisément, il insiste sur le fait que chaque musulman a pour nécessité d'affranchir ses esclaves, de les libérer. Et c'est un point très important parce que cette question de l'affranchissement, ça va être un levier pour les Britanniques notamment, pour activer l'abolition de l'esclavage, en tout cas réduire les traites dans de nombreuses régions de l'Empire ottoman, mais aussi dans la péninsule arabique, jusqu'aux années 1920-1930, en prenant en question cette pratique de l'affranchissement. Et de là, à partir de ce principe très général autour de l'islam, et Hassine a toujours écrit comme ça dans une espèce de solidarité islamique, le deuxième point de sa présentation, c'est de dire qu'en fait, il va présenter la politique d'Ahmed Bey dans les années 1840, que vous connaissez tous, qui est une politique progressive. Et un des grands spécialistes de cette politique avec Inès, Ismaël Montana, est ici à Tunis. Il n'est pas venu aujourd'hui, c'est pas grave. Mais si vous le rencontrez, il est là encore jusqu'à la fin de la semaine. Il a, j'y reviendrai, publié un livre très important sur cette question-là, très détaillé, très précis, sur cette politique progressive, où il s'agissait d'abord de permettre l'affranchissement de chaque esclave qui poserait son pied sur le sol tunisien, puis de fermer les marchés aux esclaves, puis ensuite une déclaration générale auprès en fait des jurisconsultes et des juristes musulmans, une 14aine d'entre eux, pour expliquer cette décision de ne plus permettre la possession d'esclaves. Aujourd'hui, c'est présenté comme un décret, mais ce n'est pas un décret en fait, c'est plutôt une proclamation avec une justification juridique. Je me rappelle très bien de cet officiel tunisien qui était venu me voir il y a 3 ans en disant « Si, c'est une abolition, il faut parler de décret », mais en fait, les textes ne disent pas ça, en fait, enfin les textes que l'on peut consulter. Donc, après avoir présenté la politique d'Ahmed Bey, il va insister sur l'importance du travail libre, sur la nécessité qu'il y a de favoriser le travail libre sur le travail forcé. Parce qu'il va partir de l'idée que les hommes sans esclaves sont plus industrieux, sont plus actifs que les hommes avec des esclaves. Dans ce point-là, en fait, il reprend un argument américain de Jefferson qui avait mis en avant cette idée que l'homme libre est plus productif que l'homme avec des esclaves. Et il est malin parce qu'en fait, c'est tout à fait une manière de plaire aussi à l'interlocuteur américain, parce que l'interlocuteur américain, Amos Perry, est déjà dans cette logique-là. Donc il a certainement des appuis, il a lu, il a fait lire autour de ce qu'a écrit Jefferson, donc il est très intéressant de ce point de vue-là. Et là, j'en viens peut-être à ce qu'est Hassine, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très pragmatique, assez calculateur aussi, et je vais expliquer pourquoi et quels sont ses calculs, mais en fait, Hassine pose cette question-là dans un contexte très particulier, le contexte de la guerre civile américaine, sur lequel je ne reviendrai pas parce que je ne suis pas un spécialiste, mais il y a un tournant entre le 1er et le 3 juillet après la bataille de Gettysburg,
sur l'idée qu'en fait, les forces, enfin, l'Union Army est en train de défaire les forces confédérées, et donc il y a un tournant. Très nécessairement. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est plutôt ce contexte tunisien. Je ne vais pas y revenir. Là, vous avez la couverture de livre de Montana, publié il y a quelques années, maintenant, il y a près de 10 ans, mais qui est un livre qui ausculte précisément ces décisions d'abolition et qui est très complémentaire avec le travail d'Inès Morad de l'École des études, où c'était plus des questions sur l'identité des Noirs dans le 19e siècle, où tu as montré aussi l'arrivée de travailleurs libres à la fin du 19e siècle. Donc les deux travaux se lisent complètement ensemble et pour le coup, ils sont tout à fait intéressants. Donc ça, c'était le premier contexte qui est assez connu, je ne vais pas y revenir. Ce qui m'intéresse plus, et on ne le met pas souvent en rapport, c'est aussi c'est que ces décisions... Enfin, ce qui m'intéresse, tout en sachant que beaucoup de ces décisions ont été prises sous l'influence du consul britannique à Tunis, Thomas Reed. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, et aussi sous l'influence, de la British Anti-Slavery Society, qui était très très important dans la formulation des textes, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, il y a un autre contexte qui est important pour comprendre les écrits d'Hassine. C'est la première constitution de 1861. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle n'intervient pas sur l'esclavage, cette première constitution. Mais toutes les réformes du début des années 1860, et j'ai insisté dessus dans mon premier livre, elles ont changé la position des Mamelouks dans l'État tunisien. C'est-à-dire, en fait, des gens comme Hassine, ou alors son ami Khayr el-Din, qui est le personnage le plus connu aujourd'hui parmi les Mamelouks de cette époque, et Khayr el-Din, qui était en fait le beau-père de Hassine, et en même temps, ils avaient partagé des origines circassiennes tous les deux, avec une troisième personne qui était leur ami, ont cette idée qu'ils ne veulent plus être considérés comme des serviteurs personnels, en fait. Ils veulent être considérés comme des fonctionnaires. Et ça, on le voit aussi dans le centre de l'Empire ottoman, où les gens comme Hassine, qui avaient des origines serviles, les dignitaires de l'Empire, ne veulent plus de cette situation de serviteurs personnels. La Constitution joue un rôle majeur dans la manière de se redéfinir comme serviteurs du bey. Et parce que ça leur donne de nouveaux pouvoirs, notamment le fait qu'ils siègent dans la Cour suprême, le Majlis Akbar, où 40 des 60 membres sont des Mamelouks, comme Hassine. Donc ça va complètement reformuler leur type de position. Et je crois qu'on peut expliquer la position abolitionniste de Hassine par cette défense qui est la sienne de sa nouvelle position acquise au sein de l'État avec un édifice constitutionnel. On pourra en discuter si vous êtes en désaccord, mais pour moi, je pense que c'est très très important. Il y a un autre élément qui me paraît important que vous voyez dans les tableaux qui ont été exposés à l'exposition L'éveil d'une nation, même si je n'étais pas d'accord avec le titre, mais c'est pas grave, c'est pas moi qui choisis les titres de ce type d'exposition, je n'ai pas tous les pouvoirs, je ne suis pas le bey de l'époque. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, si vous regardez ces tableaux qui sont peints par des peintres français, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on les positionne, surtout le troisième tableau, les Mamelouks sont représentés, et l'entourage du bey est représenté dans une parité avec Napoléon et sa suite. Et c'est comme ça que les gens comme Hassine s'imaginaient. En tout cas, dans les début des années 1860, quand il y avait encore une espérance que la Constitution allait changer les choses. Je ne veux pas désespérer la Tunisie non plus, mais il y a des épisodes très différents. Mais à l'époque, Hassine pense qu'il est l'équivalent des Occidentaux. C'est-à-dire il écrit Amos Péry sans aucun complexe pour lui faire la leçon, en fait. Et cette représentation, cette idée qu'on est tous des militaires avec des uniformes et des décorations et qu'on fait partie d'un même monde politique autoritaire, c'était tout à fait, pour moi, c'est l'idée de l'époque. Et il n'y a aucun complexe de la part d'Hassine pour dire à Amos Péry comment il faut penser et comment il faut agir. Alors, au contraire, c'est l'idée que ça lui permet de se valoriser au même niveau que le consul américain. Il va si loin dans la leçon qu'en fait, il va raconter une histoire qui lui est arrivée. Il était à l'Opéra de Paris, accompagné par un jeune enfant noir, et il était surpris quand un Américain est sauté au cou de l'enfant noir, comme un chat au cou d'une souris. Et l'Américain aurait voulu saisir l'enfant noir par ses vêtements et aurait dit que fait un enfant noir dans un hall d'opéra, dans une entrée d'opéra. Et Hassine se serait approché de l'Américain pour lui dire
Take it easy, my friend. Nous sommes à Paris et pas à Richmond en Virginie. Bon, hein, c'est un peu beaucoup quand même. C'est un peu une surinvention de l'histoire et une manière de faire la leçon complète aux Américains. Mais évidemment, c'est très intéressant parce que cette histoire, cette anecdote, il va la placer dans l'article dans l'Europe qu'il publiait en 1865. Comme cette manière de se valoriser comme antiraciste déjà à l'époque. Mais en fait, bon, je ne vais pas vous faire la leçon, c'est évident que Hsine, en fait, dans ses interactions quotidiennes, était très proche d'autres esclaves, mais qui étaient des esclaves d'origine circassienne comme lui. Donc je l'ai dit, Khaireddin et Rostam, par exemple, si vous voulez, c'est la triade et les gens qui sont les plus proches les uns des autres. Et dans sa vie quotidienne, il voit bien sûr des esclaves noirs. Mais en fait, jamais il en parle dans la correspondance qui a été publiée avec Khaireddin. Et évidemment, on ne va pas faire de l'anachronisme, mais c'est-à-dire que là, l'anecdote qu'il raconte sur l'opéra et ce que l'on sait de lui, c'est-à-dire très peu d'interactions, très peu de questions autour des Noirs, c'est aussi une manière dont il utilise cette question-là. Et ça revient à ce que j'ai dit sur ce que disait Ehud Toledano dans un article très important. Je vais essayer de retrouver le titre. Late Ottoman Concepts of Slavery. Donc dans cet article, Toledano dit les dignitaires ottomans, lui a travaillé avant tout sur Istanbul, hein. Les dignitaires ottomans ont défini une espèce d'idéologie ottomane de l'esclavage, dont le principal idée, c'était de dire, nous, dans l'Empire ottoman, c'est l'esclavage domestique. Et du coup, c'est moins grave que votre esclavage de plantation européenne. Alors là, c'est pas tellement ce que Hsine développe. En fait, Hsine va plutôt développer l'idée que la province ottomane de Tunis a été en avance sur beaucoup dans l'affranchissement d'esclaves et qu'elle a suivi des pratiques islamiques et des principes islamiques. Et ça, c'est quand même aussi défensif et c'est aussi une manière très officielle de dire les choses, alors qu'on sait, je veux dire, en termes de sources, notamment pour l'époque du protectorat, sur lequel tu as en partie travaillé, il y a des procès autour du mauvais traitement de femmes noires au début des années 1880, liés aux enquêtes un avocat journaliste français, Jobard. Donc, quand on va dans les sources, on voit bien que ça ne tient pas cette idée d'esclavage domestique qui serait moins contraignant. Je finis aussi par, dans cette volonté d'évoquer avec vous cette position, avec un point qui est très très intéressant. À partir de la relation que Hsine va entretenir avec le consul Amos Perry, le consul va lui rédiger une lettre de recommandation pour se rendre aux États-Unis, en fait. Et oui, et en fait, Hsine est allé aux États-Unis. Enfin, je ne pense pas m'être trompé, j'évoquerai la question de l'exception tunisienne, mais Amos Perry, il ne faut pas le voir comme un non-orientaliste, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mépris pour l'État tunisien et qui comparait la Constitution à un unfortunate Bedouin forced to adopt to costume. Donc l'idée qu'en fait, ils se sont accoutrés des habits constitutionnels, mais en fait, ils n'y comprenaient pas grand-chose. Mais ça, c'est une citation du livre de Linda Colley, The Gun, The Ship and the Pen, sur en fait une histoire comme ça globale de la Constitution. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Hsine va capitaliser sur la relation qu'il a établie avec le consul, tant et si bien qu'en fait, j'espère, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve. Donc vous voyez là le trait jaune, ça souligne en fait la présence dans un bateau qui est le Scotia en 1867 d'un certain Hassin Hussein qui vient de Tunis, Turquie, on veut dire Tunis, Empire ottoman. Je tiens à rassurer les gens qui sont attachés à l'idée de Tunisie dans la salle. Et en fait, il s'y est rendu donc en 1867, mais de manière très étonnante, aucun écrit de sa part. Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur ses séjours ici et ailleurs. Mais c'est une période, après 1864, où la Constitution a été suspendue. Et c'était quelqu'un qui était très hostile à la suspension de la Constitution. Et qui, du coup, va quitter Tunis et bouder un peu dans son coin. Et donc, un des premiers voyages, c'est un voyage en Europe, mais ensuite, à partir de Liverpool, à partir de l'Angleterre, où il a tenté d'apprendre l'anglais, il a une très belle lettre où il dit « Moi, je suis trop âgé maintenant pour commencer à apprendre l'anglais ».
Mais il se rend quand même là-bas, mais on n'a pas de trace en fait, ce qui fait presque douter de sa présence. Et autre rebondissement que vous attendiez tous depuis le début, donc il y a plus d'une semaine, je vais à Genève pour une conférence hyper bien sur l'histoire transimpériale, et là il y a Vladimir Hamed Troyansky qui écrit sur les migrations des Circassiens dans la région, qui lit plusieurs langues. Et moi, je ne voulais pas y aller à cette conférence, j'étais fatigué. Et en plus, c'est là que j'ai attrapé le Covid. C'était super comme conférence. Mais Vladimir Hamed Troyansky m'envoie un mail après. Et qu'est-ce que j'apprends? Hassine s'est rendu dans le Caucase en 1869. Donc après les États-Unis en 1867, il va dans le Caucase en 1869. On le sait, parce qu'en fait, les autorités russes qui contrôlent la région à l'époque lui envoient un accompagnateur qui parle le tatar et le turc. Et en fait, Hassine est allé chercher ses origines. Sa famille qui était dans l'est de la Circassie, des pays tcherkesses. Alors, il n'a rien trouvé, mais on a ses comptes de dépenses, ses voyages en russe, que je ne lis pas vraiment. Donc, c'est tout à fait étonnant, et ça rejoint cette idée ce titre pompeux, Slave Between Empires, est pas complètement faux, parce qu'en fait, il circule d'une région à l'autre, et même ce voyage dans le sud de la Russie actuelle, dans le Caucase, est très très peu renseigné et je n'avais aucune idée. Mais je voudrais conclure, pour prendre les questions, c'est plus important, s'il y en a en tout cas, que ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est donc la participation de gens de Tunis, même si c'est une minorité, une élite, à des débats transimpériaux et globaux, y compris autour de la question de l'esclavage et de l'abolition, qui n'étaient pas en relation forcément avec la France, même pas du tout. Et puis ce que j'ai essayé de mettre en valeur aussi, c'est aussi tous les niveaux de cette discussion. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout essayé d'héroïser Hassine comme un abolitionniste parmi les premiers. J'ai essayé de comprendre dans quel contexte il avait mis en avant ces arguments-là, et aussi quels étaient ses intérêts à lui, pourquoi se présenter comme ça, comme abolitionniste et antiraciste. Et enfin, j'ai essayé d'insister aussi sur le fait que il y a une généalogie autour de cette question de la commémoration officielle. Il y a cette idée de la représentation d'un État tunisien précoce, qui est une exception tunisienne, que Jocelyne Dakhli avait beaucoup discuté. Je reviens dessus, et ça c'est grâce à Mablouk Jbeh et que je le sais. Donc l'ancien président, Qaïd Essebsi, comme son nom l'indique, était lié à une fonction domestique dans la proximité du bey, c'est-à-dire le garde-pipe, si je puis me permettre, de l'entourage des beys. Et il a une origine sarde, puisque les sardes étaient parmi les mamelouks, serviteurs des beys, tard jusqu'aux débuts des années 1860. Donc à la fois, cette histoire, cette généalogie même dans certaines élites, qui pourraient se qualifier de blanches éventuellement, mais qui ont un passé servile qu'elles ont complètement effacé. Et de l'autre, il y a toute une généalogie d'un discours officiel qui s'est transformé, il n'a pas toujours été le même, autour de cette exception tunisienne, d'une abolition précoce. Merci pour votre écoute et je serais ravi de vous répondre, en tout cas d'engager une discussion avec vous et même avec les gens sur Zoom où il y a déjà une question. Non, il n'y en a pas. Ils sont partis. Comment on fait circuler le micro ou... Il y a une question? Toi, tu voulais d'abord, oui. Merci beaucoup, Mohamed, pour cet exposé très intéressant et on apprend, enfin, personnellement en tout cas, j'ai appris des choses. Je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit sur la position un peu défensive de Hussein dans ses réponses. Et tu évoques notamment la question de la classification d'esclavage. Nous, musulmans, on pratique l'esclavage domestique, enfin, tunisien en tout cas, en Tunisie. Il était question d'un esclavage domestique. Je pense que ça ne répond pas à ça ne relève pas d'un positionnement de défense. C'est une description évidente du type des besoins. Pour quelles raisons on ramenait ces esclaves? Donc en Tunisie, effectivement, dans la grande partie, en majorité en tout cas, on avait besoin d'esclaves domestiques, donc qui n'étaient pas destinés comme aux États-Unis ou pour la traite atlantique, donc au travail des plantations. Donc c'est en ça qu'il y a une différence. Excepté à Alger, je pense que on mobilisait les esclaves dans le travail agricole notamment.
Bon, je passe très vite, comme ça on donne la parole à la salle. J'avais deux questions que j'avais préparées par rapport à ce que j'ai appris dans le livre. Donc en exil, Hussein n'était non plus un haut fonctionnaire, ni un citoyen, mais un sujet. Et un sujet marqué par une certaine subalternité, un sujet colonisé et un affranchi. Sous la coupe de la loi du Walais, comme tu le montres, marqué par une forme donc d'intersectionnalité, à l'identité balbutiante, donc tunisien, musulman, il y avait une sorte de... une identité aussi disputée, comme tu le montres dans le chapitre relatif au conflit diplomatique. Donc toi qui as longuement, je vais poser ces questions par rapport à ta connaissance de tous ces documents, donc ces dossiers qui portent sur Hussein ou qui sont composés de ses papiers personnels, et malgré la classification et la dispersion donc, qui en a été faite dans le cadre de l'archivage colonial, que tu considères avec critique et prudence d'ailleurs, es-tu en mesure de nous dire jusqu'à quel point les actions de Hussein vis-à-vis de la domination coloniale relevaient d'une lutte infrapolitique, pour reprendre le terme de l'anthropologue James Scott, donc qui fait référence aux formes de résistance déguisées, discrètes et non déclarées, qui relèvent donc de la vie politique active des groupes subalternes. Jacques Revel a aussi parlé de structure feuilletée du politique. Il semblerait que Hussein incarne la personne qui justement s'est appliquée tout au long de sa vie, et surtout pendant son exil, donc à mobiliser un nombre important de ces couches feuilletées de lutte visible ou non, donc politique ou infrapolitique. Et dans le même ordre, mais un peu différemment, je voudrais poser une question plus générale. Que dit ou bien tait la littérature archivistique, sociale et académique sur l'implication des esclaves eux-mêmes dans ces temps de lutte, cette fois contre l'esclavage? Puisque tu montres aussi que tu as démontré la pensée, en tout cas l'implication du sionisme de Hussein. Autre question, tu écris que Hussein avait pris ses distances, et tu viens de le montrer donc avec le statut d'esclave, et tu montres qu'il avait même réfléchi et contribué, donc tu montres qu'il a contribué à l'abolition de l'esclavage, en tout cas à cette pensée abolitionniste. Tu dis aussi qu'il n'avait pas de mal à se dire serviteur et esclave, mais qu'en même temps il ne voulait plus être considéré comme un serviteur personnel, mais plutôt un serviteur civil. Donc jusqu'à quel point dans ses écrits, réflexes, actes, toi qui le connais mieux que nous tous, je pense, Hussein était resté imprégné de ce statut qui lui était accolé depuis sa tendre enfance et avec lequel il avait grandi. Jusqu'à quel point garde-t-on les séquelles psychologiques de l'esclavage, même après avoir été affranchi et occupé de hautes fonctions? Que pensait réellement Hussein de son propre statut d'esclave? Une dernière, donc cette question en fait, elle vise à mieux saisir cette catégorie, je voudrais très particulière d'esclaves d'Europe, de l'Est, puisqu'ils n'ont uni les faveurs des esclaves blancs chrétiens qui ont par exemple bénéficié des possibilités de rachat, d'une protection des pays européens et même d'une abolition de l'esclavage des chrétiens en 1830. Je ne parle même pas de l'abolition de la guerre de course. Ils n'ont aussi, donc, les esclaves tels que Hussein, n'ont pas eu affaire aux considérations moins valorisantes et les conditions plus pénibles des esclaves noirs, qui n'ont le plus souvent pas eu accès à hautes fonctions politiques, mais qui ont eux aussi bénéficié d'une abolition, voire même de deux. Dernière question. Non, je vais arrêter là et plutôt laisser la parole à Merci encore. Merci beaucoup. Et je vais y répondre brièvement, comme ça permettra aussi des échanges avec... Oui ? Tu as besoin de data show, on peut le terminer. Non, j'ai plus besoin. Okay. Alors, non, c'est des super questions. Je voudrais commencer par la fin, pour ne pas perdre le fil. Donc, c'est très, très intéressant, la question sur caucasien et européen, enfin, et latin, en fait. Parce que, bon, la notion de blanc, par exemple, en tout cas à Tunis, n'est pas utilisée, en fait. On ne distingue pas des esclaves blancs d'esclaves noirs. Ça peut être le cas dans d'autres contextes, mais en tout cas dans la province ottomane de Tunis, jamais c'est utilisé. On va distinguer les gens par rapport à leurs origines, n'est-ce pas? Khourji, course, enfin on va définir les gens par leur origine et aussi par leur groupe de service. Un mamelouk est nécessairement et très fréquemment quelqu'un qui n'est pas noir, en fait. Donc ça, c'est évident. Mais c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est vrai que les caucasiens n'ont pas été protégés, qu'il n'y a pas eu de rachat, qu'ils ont accédé à des fonctions importantes, mais en même temps, ils ont été évacués de l'histoire européenne, ils n'ont pas été perçus comme faisant partie de ces groupes-là. Ça c'est très, 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 très juste, en fait. Et ça poserait la question de leur présence. Par rapport aux séquelles psychologiques, c'est pas quelque chose qui va revenir à la fin de sa vie, en fait. Ce qui va revenir à la fin de sa vie, c'est un dépit à l'égard, en fait, des Français
et aussi, disons-le nettement, en fait, à l'égard des Juifs qui l'ont servi, et qui va clairement nourrir chez lui la lecture de Drummond, la France juive, qui va recommander Khaireddin et tout ça. C'est-à-dire que ça aussi, il faut le voir très clairement, parce qu'il écrit sur ça. Je ne suis pas en train de généraliser, hein. Je pense que l'accès de Hsine à Drummond est un accès particulier dans le contexte de l'époque, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est cet antisémitisme que Hsine va développer dans les 1880, lié au dépit, lié à l'idée qu'en fait, il a été entouré de serviteurs juifs qui l'ont mal servi, qui l'ont trahi, est aussi nourri par ces deux femmes domestiques avec qui il va partager pas mal de moments. Et dans leurs écrits, elles aussi, elles ont des écrits de ce que l'on conserve d'elles, de quelques témoignages, et qu'elles aussi étaient dans ce dépit et ce rejet aussi des Juifs de manière générale. Donc c'est plutôt ça, c'est pas tellement moi j'ai pas vu tellement de séquelles de l'esclavage, c'était plutôt le rejet, l'aigreur, la déception, la fatigue physique, en fait, c'était vraiment ça. Et l'idée, et j'en reviens à cette question de la lutte infrapolitique, très clairement, et ça c'est intéressant chez lui, parce qu'il avait tout intérêt à la collaboration avec les Français, en fait. Mais jamais il n'y s'y résout, en fait. Toute sa stratégie, c'est toujours que les Français n'obtiennent pas ses biens. C'est toujours aussi les moyens de les coincer, de faire des petites arnaques autour de chèques en blanc, de choses comme ça. Donc c'est vraiment une lutte. Pourquoi ? Parce que son idéal est... Bon, c'est aussi pour ça que l'histoire ottomane dans la région est piégée, parce que son idéal, c'est un idéal de solidarité islamique, en fait. Il le dit, il écrit dans tous les sens. Et qu'il croit encore que le sultan, c'est la solution, en fait. Mais pas dans l'idée de l'Empire ottoman, même si moi j'écris attachement ottoman, mais très clairement, pour lui, la solution, c'est l'islam, en fait. Très clairement et très nettement. Donc, l'islam, je suppose, tu veux dire que c'est l'appartenance à une communauté. C'est l'appartenance à une communauté, oui. À une communauté musulmane, oui, c'est ça. Oui, certains rejetteraient la catégorie de pan-islamique, mais c'est plutôt ça, cette forme de... C'est un mouvement politique plus que c'est l'islam, c'est pas le... c'est le débat qu'il y a toujours de est-ce que c'est politique ou pas, mais pour la catégorie de l'acteur, de celle qui l'affirme, c'est plutôt effectivement cette croyance dans cette solidarité des communautés. Mais quand je prends les catégories de l'acteur, c'est pas forcément les miennes, mais pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça que l'histoire ottomane est piégée. C'est que pour certains, elle va défendre l'Empire ottoman ou défendre une appartenance à l'Empire ottoman. C'est revenir à ce débat-là. Je me rappelle très bien de cet historien algérien qui m'avait dit que je comprenais rien à rien sur l'histoire ottomane, que c'était pas ça, qu'il fallait revenir à l'histoire des nations, mais c'est toujours le même débat. Donc, d'une certaine manière. Sur l'implication des esclaves dans la lutte qu'ils mènent, bon, alors des gens comme Hsine, Khaireddin sont très privilégiés financièrement et tout ça. Donc, il y a quelques écrits de Hsine que j'ai montrés, mais ce n'était pas la question majeure. La question que tu poses, c'est comment retrouver des formes de lutte locale de ces esclaves. Alors, une des formes, et on peut en discuter, mais oui. Oui, c'est ça. Dans cette question, je fais aussi plus référence à ce que tu as appris à travers le projet que tu mènes. Oui. Alors, non, là où il y a des formes, si vous voulez, d'action qui sont... Enfin, la question, si vous voulez, de l'action des Noirs de Tunis ou d'Alger ou du Maroc, puisque c'est ce terrain large, c'est hyper difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur propre parole, et je ne vous l'apprendrai pas, mais quand même, leur propre parole est prise en main, prise en charge, soit par des tribunaux coloniaux, soit par des missions religieuses comme celle des Pères Blancs, où en fait tout le discours est restructuré au sein des institutions religieuses, juridiques, si vous voulez. Donc il est pour l'instant très, très difficile d'accéder à ça. Mais il y a une piste que les africanistes avaient déjà explorée pour l'Afrique de l'Ouest, c'est toutes les fuites en fait. Les fuites au consulat. Dans les consulats britanniques, italiens, français avant la colonisation. Et là, il y a beaucoup de cas, en fait. Et les cas sont des cas majoritaires de femmes, en fait, qui se rendent dans les consulats. Et ça, c'est toute la seconde moitié du 19e siècle. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de les pister un à un, en fait, de trouver tous les indices de ces fuites et de ces manières de se réfugier au consulat. C'est une manière, en fait, particulière de ne pas être complètement coincé par l'archive soit religieuse catholique des Pères Blancs, soit l'archive coloniale de justice, qui ne sont pas inutiles, mais qui sont liés à des processus très particuliers, à des institutions très particulières.
Et enfin, sur la question de position défensive, c'est plus, bon, t'as pas complètement tort, on pourrait dire qu'une certaine manière, Sin essaie de faire la leçon au consul, et lui, il évoque pas tellement l'esclavage domestique, en fait, ce qu'il évoque, c'est l'affranchissement. Mais ce que dit Toledano, c'est que beaucoup de dignitaires ottomans du centre de l'Empire, leur position, c'est autour de l'esclavage domestique. Hein. Et pour la région qui nous concerne, le travail dans les oasis, on l'a très peu travaillé parce qu'il y a moins de sources, mais aussi on l'a du coup rendu moins visible aussi dans ce que l'on peut faire autour de ces questions-là. Je pense que tu seras d'accord sur ce point-là, c'est-à-dire ce que tu évoquais pour Roger. Alors je ne sais pas si je fais passer le micro. Oui. Non. Bonsoir. اسمع فيه. اوكي. عسلامة. ماشي هذول مش تسمع فيه. Ok. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis très heureuse de vous avoir entendu à Tunis. Et vous avez tout à l'heure parlé de l'antiracisme de Hsine et j'aimerais bien savoir dans quels termes s'exprime cet antiracisme en fait exactement. Voilà, merci. Si je réponds, on prend une autre question. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la catégorie de l'acteur. Hein. C'est vraiment cette anecdote qui raconte sur l'enfant noir à l'opéra. C'est moi qui ai un peu dérivé sur ces questions-là, mais ce n'est pas du tout une catégorie qu'il utilisera lui dans ce que j'ai pu lire. Ce n'est pas une catégorie qu'il a utilisée lui dans ce que j'ai pu lire, en tout cas. Ouais. Merci. Oui, je vous remercie tous les deux, donc, surtout que nous a permis d'avoir une idée plus globale, parce que vous, Inès, sur le livre qu'on n'a pas lu. Donc, mon interrogation, c'est que, est-ce que, évidemment, c'est très bien que vous êtes parti de ce morceau, de cette correspondance, qui rappelle à plus d'égards ce qu'avait dit Khaireddin, peut-être 4 ans plus tard, par rapport aux constitutions. C'est-à-dire un État ne se définit un État prospère que par s'il a une constitution. Et c'est pour cela qu'il a, dans son livre, la première interrogation, est-ce que ce pays-là, dans ses visites dans différents pays, la Russie, enfin les différents pays, il pose la question, est-ce qu'il y a une constitution? Là, la question, c'est lié à l'esclavage. Mais mon interrogation, j'imagine que vous avez eu entre les mains beaucoup d'autres sources que celles relatives à cette correspondance entre le consul et un fonctionnaire de l'État. Parce qu'en 1863, Hussein ibn Abdallah ou général Hsine, était un fonctionnaire de l'État tunisien et se devait dans une position défensive. Donc il parlait à un étranger. Donc, comme ce fut le cas pour quelques années avant, Ahmed ibn Abi Dhiaf avec Léon Roche concernant les femmes, la place de la femme. Donc c'est-à-dire, là nous sommes devant un fonctionnaire de l'État tunisien qui semble défendre pas des positions personnelles, mais il synthétise. En tout cas, certainement, il y a du personnel, mais c'est un peu, il parle de la position d'un homme d'État tunisien face à un événement qui se passe aux États-Unis. Ma question, est-ce qu'il y a d'autres sources, d'autres éléments qui peuvent nous donner une idée sur la position par rapport à l'esclavage de Hussein? Deuxième, c'est celle, effectivement, qui date de la même période, mais cette fois-ci, elle est tuniso-tunisienne. Sa position, peut-être, puisque vous avez évoqué Mohamed Hadi Cherif, dont il a parlé, Mohamed Hadi Cherif, par rapport aux Juifs. C'est-à-dire dans la correspondance ou bien la tension entre Ibn Abi Dhiaf et général Hsine concernant la représentation des Juifs à laquelle il s'est opposé fermement. Et il a cherché tous les arguments, disons pas d'un réformiste, mais au contraire d'un homme vraiment de la rue tunisienne, antisémite, qui ne veut pas. Bon, je ne veux pas utiliser, mais en tout cas. Je dirais pas ça. Bon, mais en tout cas, de loin, Ibn Abi Dhiaf
apparaissait comme le vrai représentant des réformistes et non pas lui. Et surtout que Ibn Abdiev disait que l'Assemblée, le Majlis, il y avait de rares personnes qui étaient tunisiennes et c'était dominé par les Mamelouks. Donc, Sami peut-être peut me donner plus de chiffres parce qu'il a travaillé sur ces Mamelouks. Sur les Mamelouks étaient... 40 sur 60. Voilà. Donc c'est pour ça que, pour mieux comprendre... Je voilà. Merci. Alors, donc oui, non, justement, si on revient au cas que vous venez juste d'évoquer, ce débat autour de la représentation des Juifs. Donc, je crois que c'est Léon Bercher qui avait été le premier à publier. Je le dis pour ceux qui sont dans la salle, ils ne sont pas très au courant. Donc, au début des années 1860, il y a un débat entre le général Hassine d'un côté et un grand chroniqueur, grand secrétaire d'Ebeil, grand penseur aussi, Ibn Abdiev, qui a rédigé une chronique majeure en fait sur la période, qui est, pour ceux qui la lisent, un émerveillement, un bouleversement, une manière de comprendre les logiques de l'époque. Donc deux positions, mais ça montre très bien qu'il n'y a pas forcément de position officielle quand Hassine écrit. C'est-à-dire que oui, qui défend Ahmed Bey, il défend l'islam, mais sa position de reprendre Jefferson, les idées américaines, il y a aussi une manière un peu stratégique de s'adresser au consulat américain. Mais si on revient sur la question sur les Juifs, c'est une question très 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 intéressante. Donc d'un côté, si je résume, Hassine, il dit non, il ne peut pas y avoir de représentation particulière des Juifs dans les nouveaux organes constitutionnels et notamment dans cette assemblée. Il est hors de question qu'il y ait ça. Parce qu'en fait, ils sont tunisiens comme les autres. Donc c'est, pour reprendre un terme courant, il est contre le séparatisme. Donc, mais c'est vrai. Et à l'époque, il ne développe pas les idées qu'il va développer à la fin de sa vie et le soutien qu'il va apporter à la France juive de Drummond, à ces idées complètement complotistes. Pour lui, en fait, il y a le danger que les sujets tunisiens, avec la question de la protection et tout ça, se divisent et que, en fait, on divise cette représentation. C'est pas encore la nation, mais il y a ça un peu de ça. C'est la même position. Medvedev était critique parce que les Juifs souvent ils disent إخواننا في الوطن لكن ما أعيب عليهم أنهم يذهبون إلى الحماية. Mais dans le débat sur le Majlis, il dit qu'il y a des bonnes personnes parmi les Juifs qu'il faut représenter en fait selon la valeur des gens en fait aussi. Donc c'est un débat qui était très intéressant, mais qui montre pour le coup qu'en fait il y avait des débats internes aussi, comme on le sait, même au sein du groupe des Mamelouks, qui n'était pas un groupe du tout homogène, avec des positions, des factions différentes. Donc ce que je voulais dire pour répondre en tout cas à votre question, c'est qu'en fait, pour moi, Hassine marque toujours des points d'originalité, mais c'est intéressant que vous fassiez le rapport aussi avec l'essai de Khayreddin, parce que c'est vrai que c'est cette vision-là de on va avoir une constitution, on va être productif, et c'est des gens, on le sait maintenant, qui étaient très nourris par la pensée libérale française aussi, notamment dans le cas de Khayreddin, par l'appui de secrétaires aussi qui rédigeaient pour eux. Donc il y a à la fois une position officielle, une position individuelle, et la volonté aussi de suivre les débats européens et d'en être influencé, je pense. Merci beaucoup. Je voulais dire aussi pour... Question un peu dans la même veine. Ouais. Après Choukri, je pense qu'il y a une question. Très simplement, est-ce que tu peux parler un peu plus de tes sources? Voilà. D'accord. Oui, si c'était pas Isabelle Grangot, ça aurait été toi, mais donc c'est très important. Alors, mais c'est très important comme question. Alors, quelles sont mes sources? En fait, donc, la correspondance d'Hassine avec Khayreddin en 3 volumes, qui a été publiée par Beit Hekma, je pense, et qui était longtemps au CRS avant qu'elle ne soit utilisée par une personne en particulier, mais je ne dirais pas qui c'est, qui l'a gardée très longtemps avec lui. Et aussi, il y a toute la série historique sur les procès autour de la succession d'Hassine. À partir de là, les archives à Nantes, les archives des affaires étrangères à Rome, les archives notariées à Florence, les archives britanniques, et pas les Russes, par exemple, je ne savais pas à l'époque. Ah oui, Youssef Ben Smaïl m'avait envoyé aussi quelques pièces qu'il avait repérées dans les archives numérisées à Istanbul. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait quelques-unes, il y en a peut-être plus.
Et puis aussi, donc le gros, c'était quand même les lettres de Khayr ad-Din, les grands dossiers de la série historique que j'avais illégalement photographiés dans le bureau de Mabrouk Bey qui est derrière toi. Et aussi, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit, c'était avant la Révolution, je crois, si je me souviens bien, et la Glorieuse. Et aussi, donc, il y avait aussi l'inscription funéraire de Hsine à Istanbul dans le mausolée de Selim. Non, pas de Selim, de Mahmoud. Voilà, donc ça fait partie de ces sources-là. Mais tu vois, c'est très composite, mais ça donne souvent plutôt la parole à lui. Mais tous les procès, les litiges autour de la succession sont aussi très riches. Je tiens à dire aussi que Fatma Ben Slimane avait travaillé aussi sur ces questions de litige autour de Ben Ayed, qu'en ce moment, Jessica Marlin travaille sur Nassim Chmama aussi, donc sur des formes d'archives comparables. Oui, non, c'est pas. Je crois que c'est bientôt, c'est pour novembre, je pense, un truc comme ça. C'est pas encore sorti, je crois. Voilà. Et je voulais dire aussi que le livre sera en français normalement au Seuil, à la collection L'Univers historique. Voilà, je suis content. Mais le contrat n'est pas encore signé, donc on attend un peu. Je suis sûr que tu voulais poser une question après Fatma, je pense. Sauf si c'était sur les sources. J'avais plein de questions, je suis désolé, je ne suis pas historien, je suis un vulgaire politiste, assez passionné d'histoire. Tous les historiens, je suis un politiste. Je sais, non, mais qui n'est pas spécialiste de cette... qui n'est pas spécialiste de cette période. Et je vais poser peut-être des questions un peu béotiennes, ou en tout cas qui vont vous paraître évidentes. Mais j'avais la question sur les sources, parce que j'avais la question centrale autour du livre que j'ai cru comprendre, parce que évidemment je ne l'ai pas lu avant d'arriver, je vais le lire après évidemment aussi, mais c'est sur la question centrale de la posture défensive. C'est-à-dire, est-ce que, d'après ce que j'ai compris, c'est un diplomate, autrement dit, qui est dans sa correspondance, puisque c'est une correspondance avec des représentants des États étrangers, il est obligé de répondre à un certain nombre de questions qui lui sont posées par des puissances étrangères sur des sujets différents, ou lors de débats dont les termes sont imposés par l'étranger. Et est-ce que, c'est lié à la question des sources, la question de débat autour de l'esclavage est une question qui n'a pas été seulement, d'après mes connaissances, simplement posée par l'extérieur de l'Empire ottoman, mais qui était une question aussi interne. Et comment on arrive à... Est-ce que tu as, dans les sources que tu as traitées, trouvées, justement, traces de ces débats internes qui sont propres peut-être à la Tunisie, en tout cas à l'État, à la province tunisienne, ou à l'Empire ottoman, qui n'étaient pas seulement des réactions par rapport à ce qui se passait à l'extérieur de cet empire. C'était une première question. La deuxième question, c'était celle que tu as évincée rapidement. Moi aussi, j'en ai assez soupé de cette rhétorique rébarbative et fausse, et qui revient à la pensée d'État, notamment bourguibienne, sur l'exception et le mythe de l'exception tunisienne. Néanmoins, tu l'as mis dans ton slide et tu l'as dit. Est-ce que, question là aussi peut-être qui va t'apparaître stupide, comment est-ce que dans les archives justement, il met en avant une forme d'exception de la province tunisienne, ou en tout cas une spécificité? J'ai cru comprendre, comme ça dans la présentation d'Inès et dans la tienne, qu'il y avait une forme de mise en scène, qu'on n'était pas exactement les mêmes que les autres provinces, qu'il y avait une spécificité, et comment elle était problématisée, exprimée dans ces archives. Voilà, c'est les deux questions qui me viennent à l'esprit maintenant. Merci beaucoup, en tout cas c'était passionnant. Non, mais c'est pas du tout des questions bêtes, c'est des questions qui font peur. Alors du coup, je vais associer Inès à la réponse, parce que... Et surtout sur est-ce qu'il y a eu des débats internes sans que les Européens soient impliqués? Moi, il me semble qu'ils sont toujours d'une certaine manière impliqués, en fait. Mais ça, Inès pourrait être en désaccord. J'ai pas évoqué Bayram el-Khamis, par exemple. Lui aussi avait pensé cette question-là. Et en fait, moi, je le sais pas bien, mais c'est en lisant, je crois que c'est Jonathan Brown qui a rédigé une espèce de synthèse comme ça sur l'esclavage dans le monde musulman. Brown dit qu'en fait, quand Bayram el-Khamis s'installe au Caire,
puisque c'est un grand jurisconsulte qui a été proche d'Hassin, qui a écrit sur de nombreuses questions. Il influence aussi les penseurs locaux, Abdou par exemple, sur ces questions-là en fait, sur cette idée que l'affranchissement c'est la solution, des choses comme ça. Pour moi, je pense que c'est toujours, tu pourras me contredire en réaction, et que certains vont soit reprendre des schèmes de la pensée européenne, comme reprenant Jefferson, comme Hassin le fait, d'autres vont s'ancrer plus dans une pensée autour de cas islamiques et du droit musulman, par exemple, comme Bayram Khams le fait. Et tu peux répondre, et après je répondrai à la seconde question, mais moi il me semble que c'est souvent en réaction et dans des débats plus larges en fait. Mais tu peux... Je vais être très rapide, mais je pense que forcément, on ne peut pas ne pas être dans une forme de réaction parce que c'est un débat qui était quand même, à cette époque-là, il faut prendre conscience de sa dimension internationale. Le débat autour de l'abolitionnisme était quelque chose de vraiment d'extrêmement important, d'extrêmement prégnant. Et donc forcément, le débat international, j'ai envie de dire, était là. Mais je pense qu'il y a eu quand même des écrits qui n'étaient pas là pour répondre à des accusations ou à des curiosités étrangères, mais qui étaient là pour convaincre aussi la population de la nécessité d'abolir. Parce qu'il y avait une décision politique et qu'il fallait convaincre, notamment par le biais en mettant en avant l'argument religieux ou autre, donc la nécessité d'abolir. Donc il y avait des arguments vraiment locaux destinés aux locaux. Voilà. Depuis 20 ans que la décision est prise, nous sommes en 1963. Oui, mais pendant la révolte de 64, il y a des pétitions qui sont contre ça, il faut réexpliquer. Ibn Abidiaf dit qu'ils n'ont rien compris, il faut leur réexpliquer. Mais pour revenir à cette question-là aussi, et par exemple Ahmed Baba qui avait écrit début du XVIIe siècle, qui est un penseur de Tombouctou, qui en fait avait été enfermé par le sultan et ne comprenait pas sa situation, avait essayé aussi de penser cette question-là dans un débat plutôt autour du sultanat du Maroc et de l'invasion de l'Afrique de l'Ouest, et comment c'est pas légitime d'asservir des musulmans de ces régions-là. Et ça ressurgit aussi au XIXe siècle dans une chronique de Nassiri, qui est un chroniqueur marocain, qui est devenu, qui n'était pas aussi important que ça au XIXe, mais qui est devenu une chronique importante, où il reprend cet épisode de l'invasion par le sultan du Maroc de l'Afrique de l'Ouest, il revient sur cette pensée-là, et lui va plus loin qu'Ahmed Baba. En fait, mais c'est un passage très très limité, mais c'est ce que dit finalement Inès, c'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir effectivement des débats internes. Je voulais dire aussi que dans mon travail en cours, la politique menée par Mohamed Ben Abdallah dans la seconde moitié du XVIIIe siècle de libérer les captifs musulmans autour de la Méditerranée, c'est hyper intéressant. Parce que en fait, c'est justifié là aussi selon des sources de bonne action islamique, de maslaha aussi. Et c'est en réaction aux Européens, mais il y a, lui, le justifie de l'intérieur. Et en même temps, cette politique de libération des captifs musulmans à travers la Méditerranée, elle ne veut pas dire que Mohamed Ben Abdallah va se soucier de la question des Noirs dans le sultanat du Maroc lui-même. Mais ta question est hyper bien parce que il faut qu'on se force à penser aussi des débats qui sont internes mais qu'on n'arrive pas forcément à voir en fait. Ils ne sont pas évidents parce que ce qui va ressurgir, c'est ces interactions et ces débats. Et le texte d'Hassin a été publié plusieurs fois. Hein. Il a souvent été mis en valeur, y compris par Toledano. Je n'ai pas répondu à la deuxième question sur est-ce que... donc, il n'y a pas un chauvinisme provincial, en fait. C'est-à-dire que Hassin met en avant la politique d'Ahmed Bey, comme le disait Habib Kasdarli, par volonté aussi de courroie de transmission officielle de ce qui s'est fait dans la région, comme bon serviteur. Mais aussi... c'est très lié à la politique qui est développée de maintenir des marges de manœuvre éloignées d'Istanbul. Et ça changera un peu plus tard, où des gens comme Khaireddin vont vouloir faire ce type de rapprochement avec Istanbul. Mais c'est pas vraiment l'idée d'un chauvinisme, on est meilleur que les autres. C'est plutôt l'idée qu'il y a eu une politique locale, qu'il y a eu une forme d'action locale qui était audacieuse, qui a donné des résultats. Mais ils ne vont pas se comparer, par exemple, à la province de Tripoli, par exemple. Ils ne vont pas affronter ou être dans le frontal avec Istanbul, parce que là, ce n'est pas du tout ce qu'ils cherchent. Mais voilà. J'espère que j'ai répondu. Fatma, je pense au fond. Youssef, on s'arrête à quelle heure ?
Ceux qui veulent partir, vous pouvez. On regarde ceux qui posent des questions. C'est juste, Mohamed, c'est juste, je voudrais savoir un peu plus sur le projet, dans l'actuel projet sur lequel tu travailles, Slave Voice, et comment trouver les traces de la voix des esclaves. C'est tout. Mabrouk. Oui, Mohamed, juste peut-être deux questions. Merci à toi et merci à Inès aussi. Pour les compétences linguistiques du général Hassine, donc il parle combien de langues, il écrit dans la correspondance avec combien de langues, où il a appris. Donc, et la deuxième question, à la fin, quand tu parles de son voyage en 1867, est-ce que tu vois qu'il mérite d'arrêter un peu sur cette date, parce qu'il y a 64 qui était un moment de crise pour toute la société et l'État, mais 67 c'est un moment de crise pour l'élite politique, avec la révolte Adel Bey et la mise à mort d'Ismaïl et de Rachid. Et quels étaient les rapports, parce que l'histoire entre les esclaves, entre les Mamelouks, c'est plus difficile donc à saisir. Et si vous permettez, donc, est-ce qu'on peut réfléchir, c'est une question à toi, Inès, avec donc les deux catégories de la liberté et de l'esclavage. Quand on est esclave, on doit avoir une allégeance à quelqu'un. Et donc, il vaut mieux avoir plusieurs allégeances qu'une. Et donc, et l'esclave, il est toujours entre plusieurs allégeances, il est entre plusieurs empires. Et ce matin, j'étais sur un texte du XIVe siècle, le texte de Tijani. Et j'ai appris qu'un Mamelouk du XIVe siècle, un Mamelouk arménien, des sultans ayyoubites, qui a mené une campagne en Tunisie. Il s'est aventuré et pendant de longues années, il a pu enlever beaucoup de soldats et avoir beaucoup d'alliances avec les chefferies des tribus ilaliens et a pu s'imposer aux Almohades et partout. Et ça donnait toute une dynastie. Ça fait donc les Qarakouch. Donc voilà le nom. Et en même temps, il y a un autre Mamelouk sicilien, Youssef, qui était au service du gouverneur Sanhajid de Gebs. Il a pu usurper les pouvoirs à son maître. Et il a épousé l'épouse de son maître. Et après, donc, il s'est mis sur le protectorat du roi normand. Et après, donc, quand la population de Gebs s'est révoltée contre ces Mamelouks, donc avant de les mettre à mort, on l'a castré comme ça. Donc, on s'assure qu'on n'a pas voir de descendance. Et le terme de la liberté aussi, au XIXe siècle, est-ce que c'est une idée? Comment cette idée de la liberté? Je me souviens que dans le sigle de notre République, Hurriya Nidam Adel, donc le Hurriya, c'est quoi? C'est un navire, la mer. Comme si cette idée, il vient de l'extérieur. Il n'est pas né. Et le mot liberté n'existe pas dans le Coran. Il n'y a pas Hurriya. Et tu te souviens que c'est... Et tu sais que dans les chroniques d'Ibn Abdiyaf, donc ce passage, lorsque le concile de Lesseps, il n'a pas compris comment Ben Ayed, qui est aux yeux de Lesseps, représente un peu l'aristocratie locale, comment il ose dire à Shakir que Dieu, t'es un don divin, t'es un don de Dieu, alors que Shakir, c'est un Mamelouk. Et Ibn Abdiyaf, il a risqué sa vie lorsqu'il voulait défendre des domestiques sardes. Il disait, ce sont libres, hum ahrar. Il a risqué sa vie, donc il a appelé le père d'Ibn Abdiyaf, il disait, comment vous entrabba hada gal? Il est où? Il dit que comment il ose dire que hor, alors il n'y a que hor que le bey. Donc, et merci. Merci. Alors, je vais répondre à la question des langues. C'est intéressant parce qu'en fait, on ne lui connaît que des écrits en arabe. Mais dans ses écrits et dans ses lettres, qui sont souvent rédigées par son secrétaire Bouhaj, en fait, qui était son secrétaire particulier quand il était en Italie très longtemps, il agrémente parfois d'expressions du type carte de visite, qu'il arabise en fait. Carta des visites, visita, ou d'italien, enfin, de choses comme ça. On le sait parler italien, français aussi, pas forcément bien, mais pas les écrire très nettement. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, comme il était un des élèves de l'école du Bardo, il a participé à la rédaction de cartes dans les années 1840,
1840, et l'école ferme dans les milieu des années 1860. Donc, en tout cas, il a une capacité orale, mais pas forcément d'écriture autre que l'arabe, en fait. Sur le 1867, hyper intéressant, oui, la révolte Serra d'El-Bey, c'est ça? Oui, et il était incriminé, je pense, parmi ceux qui auraient été à l'origine d'un soulèvement. Et c'est intéressant, je n'avais pas fait le rapport. En fait, il part aux Amériques au moment même où il est impliqué dans ce type d'affaires. En fait, il est ailleurs, quoi. Il ne sera pas inquiété pour ça. Sur la question de la liberté, moi, je ne travaille pas vraiment sur des questions comme ça, philosophiques, suivre un discours intellectuel et tout ça, mais je vais rebondir quand même sur la dernière affaire que tu as évoquée. Je crois que c'est à la fin des années 1830. C'est pendant Ramadan. Et les Mamelouks doivent se lever pour manger avant le début. Ouais. Et les sardes, les esclaves sardes, qui sont les domestiques sardes, ne se réveillent pas. Ils ont oublié de préparer à manger. Qu'est-ce qui va se passer? On va les frapper dans tous les sens. Et le consul de Piémont-Sardaigne intervient pour dire comment ça se fait que vous faites ça, c'est indigne et tout ça. Et du coup, en fait, les Sardes ne travailleront plus pour les Mamelouks. Il y a l'idée de faire travailler les plus jeunes Mamelouks pour les plus vieux, mais finalement, ce qui va se passer, et ça c'est un passage génial de la partie de Ibn Abi Diaf qui a été traduit par André Raymond et Khaled Khir aussi, c'est un passage exceptionnel parce que qu'est-ce qui va se passer? On va employer des locaux. Et Ibn Abi Diaf va dire, mais de toute façon, les locaux, ils ont à se plaindre à personne. Pourtant, c'est des gens libres, juridiquement. Et c'est ça qui est génial, c'est comment, en fait, la question du travail et du travail contraint passe de l'esclave d'origine chrétienne au sujet local. Et comment le sujet local, et on le voit encore aujourd'hui, n'a pas de recours, en fait. Et on peut le frapper, on peut l'humilier dans tous les sens, et il ne dira rien du tout. Et moi, je trouve ce passage exceptionnel. C'est sûr que il a tout dit sur la question de la liberté, et parce que ce qui est intéressant, et après je te laisserai parler de la liberté, c'est intéressant, mais pour moi, un des historiens les plus éclairants sur ces questions-là, c'était Neji, donc cet historien marocain, qui dans ses premiers livres dit, en fait, dans ces sociétés du 19e siècle, on pourrait dire dans les sociétés encore aujourd'hui, les gens oscillent entre des formes de dépendance, en fait. Il suffit qu'il y ait une famine, qu'il y ait une épidémie pour que dans le Maroc qu'il étudie, le Maroc du 19e siècle, hop, on passe sur la dépendance de quelqu'un. Et on vend son travail, on vend son corps, même en tant que personne libre. Du coup, Neige, il est intéressant parce qu'il relativise cette dichotomie esclavage-liberté en montrant les questions de dépendance constante dans le Maroc du 19e siècle. Et ça s'applique très bien dans la province ottomane de Tunis au 19e siècle, où on voit, par exemple, comment un mamelouk comme Ismaël Somni lui-même, il y a un dossier dans la série historique où on montre des gens qui lui demandent sa protection parce qu'il a accès à des subsistances par ses fonctions. Et c'est des gens tout à fait du commun, en fait. Donc ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais la question que tu poses sur la liberté est aussi une question passionnante, mais moi, je la travaillerai plus sur comment les gens se situent socialement, plutôt que sur une histoire intellectuelle de la liberté dans la province, ce qui est possible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est pas vraiment comme ça que je l'avais abordé. Inès, si tu veux dire quelque chose sur la liberté? Non. Donc, je pense qu'on peut continuer la discussion. Voilà, il y a une question. Oui, la question de Fatma. Ah, de Fatma. Ah oui, pardon, excuse-moi Fatma. Alors, et c'est la dernière intervention. Donc, quand j'ai fait le projet ERC, il faut aller à Bruxelles pour le présenter à une commission de 20 historiens. Et après, je suis rentré, j'ai vu ma grande amie Nour, qui est une Algérienne, comme vous connaissez les Algériens. Elle m'a dit, tu es en train de te vendre aux Européens, en fait. Tu te vends aux Européens, tu travailles sur les esclaves chrétiens au Maghreb, tu travailles sur les Noirs, comme ça tu peux accuser les musulmans, tu peux accuser les Arabes. Donc c'est l'amie la plus islamo-gauchiste que j'ai. Du monde. À côté où il y a Betelja, c'est vraiment rien du tout, quoi. Et elle me dit ça, et j'étais énervé. Je ne l'ai pas vue depuis le novembre parce qu'elle a défendu Poutine récemment. Donc j'espace les moments de rencontre, mais c'est une source d'inspiration parce que du coup, elle m'a dit, pourquoi tu ne travailles pas sur les esclaves musulmans en Europe, hein? Pourquoi tu ne fais pas ça au lieu de te vendre à Bruxelles? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je commence à travailler sur les pétitions, parce que je travaille sur les égaux documents, les documents que rédigent les esclaves eux-mêmes.
Donc je commence par les archives italiennes, je vois des centaines de pétitions de Napolitains, de Siciliens, et c'est souvent des pétitions qui ont les mêmes formes parce qu'elles s'adressent à des ordres de rédemption de captifs. Bon, c'est très intéressant, mais ça a été beaucoup fait en fait. Et entre les documents, et notamment à Madrid, par exemple, on voit des lettres de pétitions d'esclaves musulmans maghrébins en fait. Derja, donc, et ça c'est très touchant. Et qui n'ont pas la même forme que la pétition italienne parce qu'elles n'obéissent pas à des canons en fait. Elles amalgament formules religieuses, salutations à un tel, intervention auprès du souverain, et elles s'adressent au souverain de manière très simple. Il n'y a pas du tout de formule tout à fait emphatique ou de respect. Le souverain, c'est un peu comme eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'adressent à lui pour les libérer. Toutes ces lettres montrent une culture politique. Et ce qui m'intéressait beaucoup, et qui rejoint tout le questionnement que j'avais sur les archives coloniales, qui nous submerge comme ça et qui fascine beaucoup de gens parce qu'ils ont l'impression d'avoir tout compris, parce que l'archive coloniale, elle se suffit à elle-même. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de ces pétitions et de ces lettres de musulmans, entre 1750 et 1820. Et la rareté de ces lettres, c'est pas que les gens n'écrivaient pas, en fait, ils écrivent autant que les captifs chrétiens. Il y a beaucoup d'indices qui montrent qu'ils écrivent beaucoup. Et là, c'est pas que je suis dans la revanche contre l'Occident et tout ça, il y a beaucoup d'indices. Donc le questionnement aujourd'hui, à travers les bribes et les fragments de ce qui reste de tout ça dans les archives européennes, c'est de comprendre en fait comment les gens rédigeaient, pourquoi ça a disparu, quel type d'accès à l'écrit il y avait, quel respect aussi pour l'écrit dans les communautés de ces captifs musulmans, comment ça structurait aussi ces communautés où les plus savants et les lettrés étaient les chefs de communauté, comment ça crée des groupes du coup aussi. Donc moi, ça m'a passionné aussi parce que ça correspondait aussi au Covid. Et du coup, j'avais tous les procès d'inquisition de musulmans à Malte, ce qui permettait de reconstituer leur société qui était autour de la prison de La Valette, si je me rappelle bien. C'était des gens qui vivaient de magie, avec des lectures de livres en arabe. Ils inventaient même la littérature, ils inventaient même leur connaissance de l'arabe, parce que beaucoup d'entre eux n'avaient aucune capacité à lire. Ils faisaient des brouillons, des choses comme ça. Des barbiers aussi, une société très masculine, de prison carcérale, avec beaucoup de violence entre eux. Et ça, c'était très, très intéressant. Donc le premier confinement, moi, je l'ai vécu avec eux. Ça m'a beaucoup plu, parce que... Et après, je suis allé à Malte en décembre suivant. Donc le projet... Et à côté de ça, donc, au sein du projet, il n'y a pas que moi, je vais finir sur ça quand même. Donc j'ai travaillé la première année avec Gabriele Montalbán, donc, qui lui a travaillé sur la fin de la période, sur en fait les esclaves noirs de Benghazi avant que les Italiens arrivent. Et quelle était leur sociabilité, comment certains sont devenus des militaires, des soldats dans l'armée italienne. La première année, j'ai travaillé aussi avec Ali Touma, qui travaillait plutôt sur le Maroc espagnol, et comment aussi il y avait possibilité d'égo-documents. Et là, je travaille avec Giacomo Ghedini, qui travaille sur une question tout à fait passionnante. Donc lui, il a fait sa thèse sur ce qu'on appelle les Moretti, et donc c'est des jeunes enfants, filles et garçons, qui étaient rachetés par des ordres catholiques, notamment italiens, et ramenés en Europe pour ensuite avoir des carrières religieuses. Donc ça commence dans les années 1820, ça s'arrête dans l'entre-deux-guerres. Et Ghedini a montré que la moitié de ces enfants mouraient en Europe de questions d'hygiène, de maladies, de stress aussi traumatique, et que ceux qui survivaient, parmi eux, il y avait des intellectuels, soit des saintes comme Bakita qui est très connu, soit des intellectuels beaucoup moins connus, des clercs, enfin des hommes d'église qui ont pensé l'identité noire dans l'église catholique du 19e siècle. C'est génial, enfin c'est vraiment génial, parce que pour le coup, lui, il arrive à trouver Alors, lui, il travaille plutôt sur Égypte-Soudan, mais on voit aussi ça pour les Pères Blancs, entre l'Algérie et la Tunisie et Malte, sur lesquels il y a eu une thèse à Georgetown. Et Salma Rajgal travaille plutôt sur la partie ottomane, et plutôt sur Tripoli ottomane, et comment, bon, elle s'est un peu éloignée du sujet, mais elle essaie de montrer comment les Ottomans à Tripoli ont mis en place une réelle politique de lutte contre l'esclavage. C'est-à-dire, c'était pas parce que dans
l'historiographie anglophone autour de la question de Tripoli ottomane, il y a souvent l'idée que les Ottomans n'allaient pas au bout de leur truc, ça ne les intéressait pas. Et que les Britanniques étaient les vrais acteurs de ces questions-là. Et elle, à partir des sources ottomanes, montre les vraies structures d'action, ce qu'ils font vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas un plaidoyer pro-ottoman, mais c'est savoir comment ils agissaient et comment ensuite certains esclaves se saisissaient des outils juridiques ottomans qui étaient mis en place. Donc, vous voyez, c'est très éclaté parce qu'on ne peut pas faire tout, on ne va pas faire un livre complet sur la question-là. Et je finis sur ça. C'est-à-dire pour l'un, la question des esclaves musulmans en Europe, elle n'est pas isolée de ce qui se passe au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'elle permet de voir soit des continuités en termes d'archives avec la manière dont on fait parler les Noirs au Maghreb, et parfois des discontinuités aussi. Mais il y a des choses qui sont, par exemple, et je finis sur ça vraiment, les pères blancs et les sœurs blanches avaient une obsession qui était, à la fin du XIXe siècle, que les enfants noirs qu'ils avaient recueillis, et pas que les enfants noirs, se convertissent au catholicisme sur leur lit de mort, en fait. Et ça, on le voit pour les captifs musulmans en Europe. On voit un historien qui fait sa thèse à l'Université de Bologne, mais sur le gène, Achille Marotta, a trouvé des archives religieuses où on voit comment en fait les actes de décès sont aussi les actes de conversion de ces esclaves musulmans dans les hôpitaux de Gênes, en fait, qui est vraiment très très comparable à ce qu'on voit parmi les pères blancs. Donc voilà, donc j'espère venir dans quelques années parler de ça, mais je vous remercie énormément pour votre attention. Non, pas quelques mois, non, je ne suis pas aussi productif que Mabrouk. Voilà, je ne sais pas si Youssef, tu voulais... Non, je voulais juste rajouter une minute publicité parce que les livres de Columbia University Press normalement se vendent à El Kiteb, mais il y a eu une rupture à cause du Covid, donc je ne sais pas si ce livre y est, mais normalement ce livre et ceux que nous avons discutés cette année dans récemment Your Sons Are at Your Service, qui a été, en fait, en 2020, nous avons eu deux livres sur la Tunisie de Columbia University Press, donc normalement ils sont chez El Kiteb. Et normalement vendu à beaucoup moins cher que leur prix aux États-Unis. L'autre minute publicité avec Sila Habib, l'université de la Manouba et l'université de Harvard et la Getty Foundation, nous organisons dans les prochains jours un séminaire sur la période des Habsbourg et le XVIe siècle en Tunisie. Donc, si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un email. Et donc, marhaba bikum. Maintenant, il y a le buffet ou la réception qui est là. Birdet chouaya, mais c'est toujours très bon. Donc, marhaba bikum.